Je commence? Oui, professeur. Allez, d'accord. Donc aujourd'hui, pratiquement, je vais essayer de faire un récapitulatif synthétique de tout ce que nous avons vu ensemble durant les 5 TD, à savoir l'épidémiologie descriptive avec ses études et mesures, appelées communément indicateurs de santé. TD2, c'est l'épidémiologie étiologique avec ses études étiologiques et ses mesures étiologiques, entre guillemets, appelées communément les mesures d'association. 3, la biostatistique descriptive, et nous allons rappeler les paramètres de réduction et les différents graphiques. 4, c'est la biostatistique inférentielle avec le test de Q2, et on va encore une fois insister sur les étapes de la démarche statistique. Enfin, des questions sur l'investigation d'une épidémie, et comme je l'ai déjà dit, ce TD reprend pratiquement les notions acquises lors des 4 premiers TD. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. En tout cas, avant que j'oublie, ça veut dire que je vais essayer aujourd'hui de vous dire les questions essentielles. Mais tout est question de probabilité. Je vais vous dire les questions qu'on a l'habitude de poser le jour d'examen. Mais le jour d'examen, demain, le jour d'examen, ça veut dire que toutes les questions sont possibles. Donc ne me dites pas que le Dr Aïkoubili nous a induit en erreur. Moi, je vous dis les questions les plus probables, les questions essentielles qu'on nous sommes obligés de comprendre. Vous avez remarqué que pratiquement toutes les questions du TD récapitulatif aujourd'hui sont des questions simples, sont plus ou moins des questions directes, mais ce sont des questions essentielles que l'étudiant est obligé de comprendre pour pouvoir résoudre les questions de l'examen. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. D'accord. D'accord. Allez, on avance. Donc, je vous propose 5 questions à réponse unique, c'est-à-dire chacune des 50 questions ne comprend qu'une seule réponse juste. Et d'ailleurs, là, c'est un peu plus facile que le jour de l'examen où on pourrait vous poser des questions qui ont 2 ou 3 réponses. Et pour les 5 TD, pratiquement nous aurons 10 questions par TD. Ce qui fait au total 50 questions à réponse unique. Donc, première diapo, données démographiques et épidémiologiques d'une population donnée. On vous donne l'effectif de la population, 400 000, nombre de naissances vivantes, 10 000, nombre total de décès, 2 000, nombre de cas de grippe, 200, dont 120 hommes et 80 femmes, et le nombre de décès par grippe, c'est égal 20. Quel est le taux brut de natalité? Allez, 1 minute. Qui peut répondre? 25 par 25 par 1000. Par 1000. 25 par 1000. 25 par 1000. Année, il suffit de faire la somme et la diviser par 2 et vous aurez ce qu'on appelle la population moyenne. Est-ce que c'est clair? On vous entend pas. Comment? On vous Professeur, entend pas, docteur. Il y a une vous pouvez coupure de repartager. connexion, monsieur. Il y a une coupure de connexion. Ah bon? Mais moi je vous entends.
on voit pas la diapo en fait. Oui. Et maintenant, Oui, oui, comment on repartage. On voit pas la diapo. Maintenant, vous voyez la diapo ou pas? Non. Non. Ah bon? Non. Bon. Et maintenant? Oui. Maintenant, Oui. vous voyez? Oui. D'accord. Allez, tiens, question 2. Taux brut de mortalité, combien? 5 pour 1000. 5 pour 1000. Voilà, c'est juste. Comme d'habitude, le groupe est fort. Donc, taux brut de mortalité, c'est le nombre total de décès divisé par la population moyenne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Taux d'accroissement naturel. La réponse. 20 pour 1000. 20, 20 pour 1000. Justement, attention, là, on parle de taux. Parce que ici, on vous a dit l'accroissement naturel, c'est combien? Et non pas le taux d'accroissement naturel. Juste l'accroissement naturel, c'est quoi? C'est combien? 8000. Très bien. Ça veut dire quand on utilise le terme taux, c'est un rapport. Donc vous êtes obligé de répondre pour 1000. Par contre, si on parle d'accroissement naturel ou d'excédent, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. 10 000 moins 2000 égale 8000. Ça, c'est la réponse. Taux de mortalité proportionnel. Est-ce qu'il y a une réponse? Normalement, c'est 10 pour 1000. C'est aucune des Aucune des réponses. réponses. Aucune des réponses. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que c'est Pourquoi? 10 pour 1000. C'est 10. Pour 1000. Pour 1000. Comment vous avez fait? C'est le nombre de décès par grippe sur le nombre total de décès fois 1000. Donc, c'est 200 Sur 2000. divisé par... C'est 10%. Pardon, c'est le 20. C'est 20 divisé par... Ouais. 20 divisé par 2000. Donc, combien de pourcentage? 10 par 1000. C'est 10% 1% ou 10 pour 1000. 1% ou 10 pour 1000, d'accord? pour 1000. Ça veut dire pour 1000 décès, et non pas pour autre chose. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. D'accord. Aucune réponse n'est juste. Avançons. Taux de mortalité spécifique par grippe. C'est combien? Vous divisez le numérateur des matins, c'est combien? Mortalité spécifique. Nombre de décès C'est par 20. grippe. 20. C'est 20 divisé par 400 000. Par 400 000. 400 000. 5, Est-ce que c'est clair? 5 décès par 100 000 habitants. Et vous trouvez combien? 5 par 100 000. 5 par 100 000 habitants. C'est la A. Je vais voir. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Allez, avançons. C'est du jeu, non? Taux de létalité. Oui.
Taux de létalité. 10%. C'est 20 Sur 200. divisé par 200. 10%. 10%. 10%. Vous voyez la réponse? Oui. Donc c'est juste. Oui. Allez, avançons. Sexe ratio. C'est 1,5. 1,5. Et juste 1,5. D'accord. Oui. Il suffit de diviser le nombre de malades hommes par le nombre de malades femmes. Et on trouve 1,50. Qui peut lire la question 8? Quelqu'un parmi vous lit. Parmi les études ci-après, l'étude descriptive est A. Étude de l'association alcoolisme-cirrhose du foie. B. Étude de l'efficacité d'un médicament INS versus paracétamol. Vous savez ce que c'est AINS? Anti-inflammatoire non stéroïdien. D'accord, allez, avançons. C. Non stéroïdien. Étude de la performance. Et VS, c'est quoi VS? VS, VS, ça veut dire versus. Versus, oui. Allez, C. Étude de la performance HbA1c versus glycémie. D. Étude de la prévalence de la carie dentaire chez des élèves. E. Étude de la relation pratique de sport, obésité. bon, allez, la première. Est-elle descriptive? Non. C'est une étude? Étiologique. Le facteur, c'est le L'alcoolisme. facteur. L'alcoolisme. Et l'événement? La cirrhose du foie. La cirrhose. Très bien. Deuxième étude. Thérapeutique. 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 Bon, quels sont les deux médicaments de l'étude? Très bien. Troisième. Diagnostic. Les deux tests. L'hémoglobine Glycémie. Très bien. Quatrième. Descriptif. Après, Descriptive. Et quel est le problème, le problème, du moins la variable qu'on étudie? La prévalence de la carie dentaire chez les élèves. Les élèves. Et quelle est la population de l'étude? Les élèves. Les élèves. Très bien. D'accord, des élèves. Des élèves. Et non pas tous les élèves. Des élèves. Et qu'on n'a pas précisé ici. Question, bon, la cinquième. Étiologie. Étiologique. Quel est le mot-clé ici? Relation. La relation. Qu'on peut remplacer par? L'association. Encore. Lien. Lien. Rapport. Bien. Encore. Rapport. Rapport. Liaison. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. D'accord? Et certains utilisent le mot corrélation. Est-ce que c'est juste ou pas? Étude de la corrélation, pratique de sport, obésité. Corrélation, c'est un terme qu'on peut utiliser dans le cadre pour association, mais généralement, il est utilisé quand il s'agit de variables quantitatives. Est-ce que c'est clair? Oui. Et retenez, le mot qu'on utilise le plus, c'est association. Allez, avançons. Donc, l'étude est descriptive, c'est l'étude de la prévalence. C'est simple, le mot-clé, c'est prévalence. Et le deuxième mot clé en épidémiologie descriptive, c'est l'incidence et aussi fréquence, tout court. Allez, qui lit la question 9? L'épidémiologie descriptive a, entre autres, pour objectif d'étudier A. La dépendance d'une maladie d'un facteur de risque. B. Est-ce que c'est juste ou faux, ça? C'est Faux. faux. Oh, d'accord. Et là, c'est quoi? C'est une étude? Étiologique. Étiologie.
Et là aussi, il y a un mot que j'ai oublié, c'est la dépendance. D'accord? Association veut dire dépendance. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. D'accord. Et quand il n'y a pas association, on parle de Indépendance. Différent. indépendance. Voilà, indépendance. Quand on dit deux variables sont indépendantes, ça veut dire elles ne sont pas dépendantes l'une de l'autre, donc il n'y a pas d'association. Deux, L'efficacité d'un médicament sur une maladie. sur une maladie. Très bien. Donc ça c'est une étude. Le trait thérapeutique. Thérapeutique. Troisième, La fréquence d'une maladie. ça c'est quoi? Descriptive. Descriptive. Ça c'est du descriptif. Et D, L'impact des mesures de lutte contre une maladie. et donc là c'est des qu'est-ce qu'on donc, est-ce qu'elle est descriptive celle-là? Donc quand on étudie l'impact, Pronostic. pronostic ou pas forcément pronostic, mais quel est le verbe? Qu'est-ce qu'on utilise comme verbe? Décrire, analyser, quoi? Évaluer. Très bien, évaluer l'impact. C'est-à-dire évaluer l'effet des mesures de lutte contre une maladie. Et là aussi, ça dépend. Hein, ça dépend comment on présente les choses. Hein. Allez, La performance du test de dépistage d'une maladie. c'est quoi ça? Diagnostic. Diagnostic. Il faut retenir que le principe d'une étude diagnostique et d'une étude de dépistage, pratiquement c'est le même principe. Parce que un test, on peut l'utiliser soit pour dépister, soit pour diagnostiquer. Mais il y a des nuances et on n'a pas le temps d'aborder. Donc là, ce qui nous intéresse en tant que de première décrit, c'est la fréquence de la maladie. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. 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 Allez, on avance. Et là, qu'est-ce que vous répondez? Mortalité infantile. Moins d'un an. Un an, justement. Moins Et la d'un an. mortalité infantile, c'est l'un des indicateurs de santé essentiels pour justement la mortalité infantile. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc n'oubliez pas ce qu'on appelle un indicateur, ce qu'on appelle la mortalité infantile. C'est de diviser le nombre d'enfants décédés avant l'âge de 1 an sur le nombre de naissances vivantes. J'avance? Oui. Oui. D'accord. Donc, est-ce que maintenant, pratiquement, nous avons posé 10 questions sur l'épidémiologie descriptive. Vous voyez, ce sont des questions que nous avons posées et reposées et reposées. Ce sont les questions essentielles de l'épidémiologie descriptive. L'épidémiologie descriptive, vous êtes censé, quand on vous donne le titre d'une étude, de déduire est-ce qu'il s'agit d'une étude descriptive ou non. Ça, c'est en termes d'études épidémiologiques. Il faut savoir que les deux mots-clés, c'est la fréquence, la prévalence, l'incidence. Ça, en ce qui concerne études. En ce qui concerne les mesures descriptives appelées communément indicateurs de santé, nous avons deux grands types d'indicateurs de santé, à savoir les indicateurs démographiques. Vous êtes obligé quand même d'avoir une idée comment on les calcule, notamment le taux brut de natalité, le taux brut de mortalité, et vous déduisez le taux d'accroissement naturel, sans oublier d'autres indicateurs démographiques. N'oubliez pas aussi le deuxième grand type d'indicateurs, à savoir les indicateurs sanitaires ou épidémiologiques. Nous citons notamment le taux de prévalence, le taux d'incidence, sans oublier les trois grands types, voilà, les trois différents types de mortalité, à savoir le taux de mortalité proportionnel, le taux de mortalité spécifique et le taux de létalité. Et je rappelle encore une fois, le numérateur de ces trois indicateurs est le même, c'est le nombre de malades décédés, mais le dénominateur différent d'un indicateur à un autre. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Professeur, s'il vous plaît. Oui. Pour accepter demande, on attend. Il reste 5 places encore. D'accord. Il reste encore 5 places.
Dommage, il y a eu une seule demande. Est-ce que c'est que j'ai dit, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez des questions relatives à l'épidémiologie descriptive? Allez, on va voir s'il y a une demande. Dommage, il y a eu une vingtaine de demandes que je n'arrive pas à satisfaire. Bon, allez, est-ce que vous avez des questions d'épidémiologie descriptive? Docteur, s'il vous plaît, Oui. quand on nous demande le taux de mortinatalité, Ouais. c'est le rapport entre le nombre de morts-nés sur les naissances vivantes plus ceux qui sont morts-nés. Bien sûr, très bien, bien sûr. Quand on parle de mortinatalité, on divise par le nombre de naissances vivantes plus le nombre de morts-nés. D'accord. Allez, on avance? Oui. Allez. Épidémiologie étiologique. Allez, essayez de répondre. Risque chez les exposés. C'est 0,6. Et comment vous 0,6. faites? Comment vous avez fait? 240 divisé par 400. Très bien. Et le taux de chez les non exposés? 0,2. 0,2. Comment vous faites? 80 divisé par 400. Très bien. Le risque relatif? 3. Comment vous faites? 3. 3, Comment 0. vous faites? C'est le risque des exposés sur le risque non exposé. D'accord. Et le risque global? 0,3. Je ne sais pas. Je pense pas. 0,4. 0,4. Très bien. Très bien. Donc, voilà la réponse. 0,4. Risque chez les exposés est égal à 0,60. C'est justement 2,40 sur 400. Et non exposé, c'est 0,20. C'est 80 divisé par 400. En déduisant le risque relatif, il suffit de faire le rapport entre les deux et on trouve 3. Et enfin, le risque global, c'est 0,4. Ça veut dire 320 divisé par 800. Est-ce que c'est clair? Oui. J'avance. Oui. Selon l'étude, la sédentarité est... Quelqu'un lit, s'il vous plaît. Selon l'étude, la sédentarité est A, associée à l'obésité, B, un facteur protecteur, C, indépendante de la santé, D, la variable dépendante, E, la variable expliquée. Et là, c'est quoi? Quelle est la réponse juste? Facteur protecteur. Facteur protecteur. Facteur protecteur. C'est ça? Associé à l'obésité. Associé, je pense. Associé à l'obésité ou facteur protecteur? Associé à l'obésité. Associé. Relativité supérieure. Pourquoi c'est pas juste facteur protecteur? Le Parce que risque le relatif relatif est est supérieur. Donc, dites-le à celui qui a dit qu'il s'agit d'un facteur protecteur. C'est bon, c'est la supérieure. D'accord? Comme le risque relatif est supérieur à 1, il s'agit d'un facteur protecteur. Et protecteur, c'est pas toujours au vrai sens du terme, comme je l'ai déjà expliqué. Est-ce que c'est clair? Oui. 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 Allez. Donc, il est associé à l'obésité. Et là, on dit qu'il y a association, ou il y a dépendance. C'est clair? Oui. Fraction écologique du risque chez les exposés. Et comment 0,67. Comment vous avez fait? Le Le risque risque relatif relatif moins à 1 sur le risque relatif. C'est juste.
En tout cas, j'espère. Vous avez déduit que vous êtes fort ou pas au moins? Ça dépend. Hein? Ça dépend. Allez, on avance. Dans la population. Je ne sais pas si c'est juste ce que j'écris là. Comment vous faites pour la population? C'est l'incidence chez les exposés, moins l'incidence de la population sur l'incidence chez les exposés. Là. Ça veut dire, si à la fin population, donc en bas c'est population. Par exposé moins non exposé, divisé par non exposé. Voilà, par exposé. Par exposé. Par exposé. D'accord. Par exposé. Donc c'est exposé. C'est pourquoi je pense avoir fait une erreur ici. C'est clair? En tout cas, appliquer cette formule, je ne suis pas sûr du résultat que j'ai écrit. C'est clair? Exposé moins exposé sur exposé, voilà, exposé moins population sur exposé. Sur exposé. C'est pourquoi je ne suis pas sûr de la réponse. Maintenant, s'il vous plaît, maintenant la question 18. Nous avons déjà répondu. S'il vous plaît, dites pour l'épidémiologie, quelle est l'étude qui nous concerne ici? La A. Ah, Très bien, association, sédentarité, obésité. Donc c'est facile, il y a le mot association. C'est clair? oui. Voilà. Allez, question 19. Quelle est l'étiologie ici? B. La B. B. La B, c'est la dépendance. La dépendance, ça nous rappelle l'association. C'est clair? Oui. La dépendance d'une maladie Oui. et d'un facteur de risque. Dépendance. Dépendance égale association. Et le contraire, c'est indépendance ou la non-association. C'est clair? Oui. Oui. Question 20. Une des mesures ci-après est une mesure d'association. A. La différence de risque. Et B. C'est une Apparemment, là, il y a trois mesures. Il y a trois mesures d'association, non? C'est des incidences. B Non. et C. Le B, c'est pas une mesure d'association. C'est une incidence. Non. Non, justement, non. Ça, c'est un risque absolu. Hmm. Il nous donne une idée juste sur les exposés. Mais si on ignore le risque chez les non-exposés, on ne peut pas déduire la mesure de l'association. Donc attention, le risque chez les exposés à lui seul n'est pas une mesure d'association. C'est une mesure de risque absolu chez une catégorie, à savoir les exposés. Par contre, le risque chez les non-exposés, c'est aussi un risque absolu chez une catégorie, à savoir les non-exposés. Et le nombre de sujets à traiter, on l'a vu où? Dans les études Les thérapeutiques. Les essais. Quand essai? Essai tout court ne veut pas dire grand-chose, c'est un peu vague, essai. Études Terminez la thérapeutiques. phrase. Essai thérapeutique. Essai thérapeutique. Le nombre de sujets à traiter, ce qu'on appelle le nombre de sujets à traiter, pour éviter un événement néfaste. Bon, juste pour vous dire ça. Et valeur prédictive positive. Les études diagnostiques. Très bien. Étude diagnostique. Allez, avançons. Différence de risque. Donc la mesure d'association, c'est la différence de risque. Et non pas le risque chez les exposés, ni le risque chez les non exposés. Allez. Maintenant, s'il vous plaît, je vous ai déjà dit, le tableau, il paraît simple. Avant que j'oublie, quand on a parlé de la présentation des données, j'ai oublié hier ou avant-hier de parler de la présentation tabulaire. Ça veut dire, en biostatistique, il y a des objectifs. L'un, c'est de synthétiser, Avant qu'on passe, excusez-moi, avant qu'on passe à la biostatistique descriptive, est-ce que vous avez une question sur l'épidémiologie étiologique?
Est-ce que vous avez des questions? Qui peut, d'après vous, c'est-à-dire, comment on pose, quelles questions on pose au niveau d'épidémiologie? Qui peut, comme ça, nous proposer un sujet d'examen, un énoncé? D'après vous, comment à peu près les énoncés d'un exercice sur des études étiologiques? Comment on pose des questions le jour de l'examen, généralement? Qui peut imaginer l'énoncé de l'examen de demain? Personne ne peut proposer. Bon, alors, généralement, vous avez l'énoncé d'un exercice. Et normalement, à partir de cet exercice, qu'est-ce que vous êtes censé déduire? L'association. Comment? Le type d'étude. Le type de l'étude. Le type de l'étude, d'accord. Normalement, d'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une étude étiologique, pour ne pas se tromper? Une fois on est sûr qu'il s'agit d'une étude étiologique, on va essayer de voir, est-ce qu'ils nous ont précisé l'approche? Est-ce qu'il s'agit d'une étude cohorte, exposée, non exposée, ou une étude cas témoin? Et après, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de l'énoncé? Mesure d'association. Bien avant. Les variables. Très bien, très bien. La première des choses, quelles sont, à partir de l'énoncé, si nous avons compris l'énoncé, nous sommes censés déduire les deux variables de l'étude, à savoir la variable facteur d'exposition, la variable indépendante, la variable explicative, et aussi on doit déduire la deuxième variable de l'étude, à savoir la variable événement, la variable dépendante, la variable expliquée ou à expliquer. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ça finit par 8 ans et ça commence par constre. Et le tableau de contingence. contingence. Nous construisons un tableau de contingence. Et je vous ai déjà dit, vous avez intérêt à construire le tableau de contingence, même si on ne vous le demande pas. La construction d'un tableau de contingence qui résume les résultats de l'étude va vous aider à mieux répondre, à plus facilement répondre. Est-ce que c'est clair? Oui. Et je rappelle, le tableau de contingence avec ces 2 ou plus lignes pour les modalités du facteur exposition et 2 ou plus de colonnes qui correspondent aux modalités de la variable événement. Et après, d'après vous, qu'est-ce qu'on va vous demander? De calculer la mesure d'association idoine, la mesure d'association appropriée. S'il s'agit d'une étude exposée, non exposée, on va certainement vous demander de calculer le risque relatif, et vous connaissez la formule. Et s'il s'agit d'une étude cas témoin, vous allez, on va vous demander de calculer le rapport de cote ou odds ratio est égal à AD sur BC. Et il y a des mots-clés qui vous orientent à dire s'il s'agit d'une étude descriptive, étiologique, une étude étiologique, cohorte exposée, non exposée, ou une étude cas témoin. S'il compare les exposés et les non exposés avec le terme clé suivi pendant une période donnée, il s'agit d'une étude cohorte exposée, non exposée. Mais si c'est une étude sur dossier, et ça parle du passé, rétrospective, il s'agit d'une étude cas témoin et on vous demande de calculer l'autre ratio ou rapport de cote. C'est clair? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On compare la valeur de la mesure d'association à la valeur de référence qui est égale à 1. Et d'accord, qui va nous rappeler les 3 situations quand on compare? Soit la valeur est égale à 1, et dans ce cas, il n'y a pas d'association. D'accord, il n'y a pas d'association.
soit elle est supérieure à 1, et dans ce cas, on parle de facteur de risque, à condition que l'intervalle de confiance à 95% soit supérieur à 1, la limite inférieure soit supérieure à 1. Très bien, très bien. Et la troisième situation, c'est quand c'est inférieur à 1, et dans ce cas, on parle de facteur de protection entre parenthèses. Entre guillemets. Et quand est-ce qu'on parle donc vous avez vu, il y a 3 situations. Dans 2 situations, il y a association, et dans une, il n'y a pas d'association. Est-ce que c'est clair? Oui. Dans l'une des 2 associations, dans l'une on parle d'association positive, et dans l'autre on parle d'association négative. Qu'est-ce que ça veut dire? L'association positive, ça veut dire que c'est un facteur de risque. Très bien. Et Alors, négatif. bien qu'apparemment c'est un peu paradoxal. On parle de positivité et de facteur de risque. Vous êtes d'accord? Parce qu'ils évoluent dans le même sens. Plus l'exposition augmente, plus la maladie augmente. Très très bien, très très bien. Quand ils évoluent dans le même sens, on parle d'association positive. Et quand ils évoluent dans un sens inverse, dans un sens contraire, on parle d'association négative. Très bien. Donc même celui qui nous a rejoint aujourd'hui, il est apparemment aussi fort que les autres. Merci. Félicitations. J'avance? Oui. Oui. Allez. Donc on va passer à quoi maintenant? Le 3e chapitre, le 3e TD. L'intitulé. Mesure de réduction. S'il vous plaît, docteur. Oui. Oui. À propos, j'ai une question à propos de la fréquence étiologique du risque et la fraction étiologique chez les exposés et non exposés. Est-ce qu'il y a une différence ou... Entre quoi et quoi? Entre la fraction étiologique chez les... entre la fraction étiologique et la fréquence étiologique. Non, on dit la fraction étiologique. Ça veut dire la part qui revient à l'exposition. Ça veut dire, je m'explique. D'abord, je ne vous l'ai pas dit, je suppose. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas, dans la vie, il n'y a pas de risque zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut me répondre? Il n'y a pas de risque zéro. Par rapport à la référence, à quoi on se... Ça veut dire une valeur minimale. Dommage, parlez doucement parce que je vous entends mal. Il y a un problème de son. C'est-à-dire il y a toujours un risque minimal. Non, il n'y a pas, c'est pas, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Même minimal si on veut, mais bon, est-ce que je peux expliquer? Oui. Dans la vie, il n'y a pas de risque zéro. Ça veut dire qu'on soit exposé ou pas, il y a toujours un risque. C'est clair? Ou elle a une probabilité, si on veut être un peu neutre en termes peut-être de sémantique. Ça veut dire, est-ce que, par exemple, pour je ne sais pas, pour avoir un cancer bronchique, tout le monde, on peut avoir un risque, aussi minime soit-il. Mais le risque chez les fumeurs, il est supérieur au risque chez les non-fumeurs. Ça ne veut pas dire que les non-fumeurs n'ont aucun risque de développer un cancer bronchique. Est-ce que c'est clair? Donc, la part qui revient au tabagisme, c'est la différence. C'est la différence. Parce que, ce qui explique un peu la différence de risque, ça veut dire, imaginons le risque d'avoir un cancer chez les fumeurs, c'est de 80%, maintenant, 80%. Et les non exposés, c'est 10%. Donc, ce qui relève du tabagisme, ce n'est pas 80%,
Ce n'est pas le risque total chez les exposés. Il y a juste cette différence qui est plus ou moins en rapport avec le tabagisme. Parce que il y a ceux qui n'ont pas fumé du tout, mais malgré ça, ils ont eu un risque de 10%. Est-ce que c'est clair? Oui. Où la différence de risque, elle n'est pas loin, sur le plan explication, elle n'est pas loin de la fréquence, la fraction étiologique du risque chez les exposés. Et d'ailleurs, si vous remarquez, le numérateur de la formule, c'est la différence de risque. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Allez, on avance. Quel est le troisième chapitre maintenant? Merci beaucoup. Je vous en prie. Le troisième chapitre, Statistique. c'est biostatistique descriptive. Descriptive. C'est clair? Voilà, descriptive. Parce qu'il y a une partie qu'on appelle inférentielle. D'accord, allez. Maintenant, regardez, le tableau, il est simple, mais quand même, il faut l'interpréter. Quelle est la fréquence absolue des garçons? Fréquence absolue des garçons. 0,55. 0,55. 44. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? 44 sur 80. Très bien, 44 sur 80. Ah, mais ça, c'est la fréquence. proportion absolue des garçons. Et ça veut dire, pour être encore plus clair, qu'est-ce qu'on aurait dû ajouter l'intitulé fréquence absolue des garçons pour être encore plus informatif. Comment? Tout âge. Tout âge confondu et parmi La population. quoi? Parmi l'ensemble. Les enfants de l'étude. Voilà, parmi les enfants de l'étude. C'est clair? Allez. Âge moyen des filles. Vous avez, dans 44 divisé par 80, je suppose, vous avez trouvé 55% ou 0,55, c'est ça? Oui. D'accord, allez, on avance. L'âge moyen des filles. Comment vous faites? C'est la somme des NIXI sur N. Comment? C'est la somme des Comment? NIXI sur N. D'accord. On Et multiplie- combien vous avez- dites-moi comment vous avez fait l'opération. On multiplie 20 par la 2,5, donc la moyenne, la médiane de la classe, Le centre de la par le classe. centre de la Très classe, bien, on très divise bien. sur S'il vous le plaît, s'il total. vous plaît, s'il vous plaît. 2,5, c'est pas la médiane. On C'est le n'appelle pas centre. ça médiane. 2,5, c'est le centre de classe. Voilà. C'est clair? Mm. Et on multiplie plus, donc 20 fois 2,5, ça veut dire 50, plus, 16 fois Petit 7,5, égale combien? Divisé par 7. 120, 4,72. 4,72. Je ne sais pas, j'espère. Quand même, vous avez deviné avant de voir la réponse. C'est génial. Allez, on avance. Qui répond? Pourquoi? C'est le carré de l'étendue. Très bien. Non, parce que les étudiants, c'est-à-dire, ils font le contraire. Attention, c'est la variance qui est le carré de l'écart type et non pas l'inverse. C'est clair? Oui. Et d'ailleurs, généralement, on dit la variance, c'est juste un pont pour les cas, parce que nous intéresse, c'est surtout l'écart type. Dommage, on n'a pas eu le temps d'expliquer ce que c'est l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. D'accord? Et on l'utilise justement dans l'inférence pour dire, c'est-à-dire, quand on connaît l'écart type d'une distribution et la moyenne dans un échantillon, on peut déduire l'intervalle de la moyenne. Généralement, la moyenne est égale, la moyenne dans une population est égale à la moyenne plus ou moins 1,96 écart type de l'échantillon.
Donc là, juste pour vous dire ça, juste pour vous dire à quoi servent les cas types entre autres. Les cas types entre autres, on l'utilise pour déduire un paramètre, par exemple la moyenne, la paramètre dans une population à partir de la moyenne d'un échantillon qui a été tiré au sort de la population en question. Allez, on avance. Voilà, c'est juste. On avance? Oui. 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 Allez. Allez. B. 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 Qui peut me citer une classe thérapeutique, par exemple? AINS. Les bêta-bloquants. Bêta-bloquants, les AINS, etc. Vous voyez, ce sont des mots. Les antipyrétiques, les antibiotiques, etc., etc. Donc, c'est une variable qualitative nominale. C'est clair? Oui. Et le nom d'un médicament, le nom d'un médicament, c'est quoi? C'est une variable? Qualitative aussi. D'accord? Et la forme pharmaceutique. La forme pharmaceutique, c'est une variable qualitative nominale. Par contre, la posologie, c'est une variable quantitative. Et généralement pratique et discrète. On prend soit un comprimé, soit 2, soit 3, soit 4. Soit, dans certains cas, 1,5 K. 1,5 K comprimé. Allez, on avance. Voilà. Variable quantitative qualitative nominale. D'après vous ici, il y a une ou deux mesures de dispersion. 2. Quelles sont-elles? Étendue et valeur maximale. Qui est d'accord avec elles? Oh non, non, étendue, car la valeur maximale, c'est le mode. Là, la valeur maximale, non, la valeur maximale, c'est pas le mode. Le mode, c'est pas ça. Justement, il ne faut pas confondre, c'est pas le mode. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle vient de dire? Elle vous dit le mode, c'est la valeur maximale. Est-ce que c'est vrai? C'est juste ce qu'elle dit? La valeur maximale, c'est la plus grande valeur de la série statistique. Très bien, c'est ça la valeur maximale. Et la valeur maximale, ce n'est pas une mesure de dispersion, parce que à elle seule ne peut pas nous dire comment les valeurs sont dispersées. Imaginons par exemple le jour de l'examen, Inch'Allah, par exemple, ils vous disent la valeur maximale c'est 19. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur la dispersion des notes? Non, parce qu'on ne peut pas la comparer à la moyenne. Non. À la moyenne, vous ne savez pas est-ce que les valeurs sont loin de 19 ou non. C'est-à-dire dans un groupe, on peut avoir 19 comme valeur maximale, mais on peut avoir la valeur minimale, par exemple le 6. Et dans ce cas-là, la différence est de 13 points. Et dans un autre groupe, la valeur maximale est la même et 19, mais la valeur minimale est 18. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'un point de différence entre la valeur minimale et maximale. Donc, juste pour vous dire, attention, la valeur maximale à elle seule, ou la valeur minimale à elle seule, ne constitue pas une mesure de dispersion. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Le mode, ce n'est pas la valeur maximale. Le mode, c'est le pic entre guillemets si j'ose dire, le mode, c'est la valeur qui revient le plus, qui a un effectif le plus grand. Ça veut dire, on peut avoir, par exemple, 19 dans les notes d'un examen. La valeur maximale, c'est 19. C'est la maximale. C'est la valeur la plus haute. Mais elle n'est pas forcément le mode. On peut avoir le mode 13. Parce que la plupart des étudiants, un maximum d'étudiants, a eu 13. Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas entre mode et valeur maximale. Est-ce que c'est clair? Oui. Allez, j'avance. C'est l'étendue. Qu'on appelle aussi, il y a un terme qui est presque synonyme, comment? Étendue ou
ou l'amplitude. L'amplitude étendue, c'est généralement la différence entre un maximum et un minimum. Généralement, l'étendue, c'est pour la série complète, et l'amplitude, c'est pour la classe, une des classes. Même la classe aussi, elle a une amplitude, elle a une valeur maximale et une valeur minimale. Et la différence constitue l'amplitude de la classe. Allez. Qui peut répondre? C. C. Ratio. Très bien. Ratio. Et s'il vous plaît, on dit ratio et non pas ration, comme l'écrivent certains avec un N. Il n'y a pas de N. C'est un ratio. Donc, parmi les 5 rapports ici, le seul où le numérateur n'est pas une partie de dénominateur, c'est le ratio. Le sexe ratio. Ratio infirmier, médecin. Ratio, je ne sais pas, élève, enseignant, etc., etc. Voilà. 27. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est quoi? C'est un Double histogramme. C'est un double histogramme. Un histogramme pour le sexe masculin et un histogramme pour le sexe féminin. Très bien. 28. Histogramme corrigé. Très bien, histogramme corrigé. Très très bien. D'accord? La variance. Variance. Je pense que je vais demander à certains d'entre vous de venir m'aider l'année en question, à venir m'aider à donner justement les cours d'épidémiologie. D'accord? Vous m'entendez? Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. B. La B. Groupe La B. sanguin. Très bien. Combien de modalités? 2, 8. Bzaf. 4, 2, Ah oui. 0, 1. Combien? 6. 8. C'est 8. Oui. Parce que j'ai écrit Résus. Si j'avais pas écrit Résus, Ça combien aurait on été aurait? 4. 4. 4. Et si j'avais pas écrit AB0, 2. bien. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc la question Oui. doit être précise, doit être complète. Donc groupe sanguin comme ça tout court ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il y a beaucoup de systèmes dans le groupe sanguin. Et les plus connus, c'est le système AB0 et le système Résus. Est-ce que c'est clair? Mais les termes stade, score, niveau, degré, etc., etc., généralement ne sont pas de... certes, ils peuvent être qualitatifs, mais généralement ordinaires, parce qu'il y a un ordre. Il y a le stade 1, stade 2, stade 3, etc. Donc, il y a un ordre. Est-ce que c'est clair? Oui. Allez, on avance. Qu'allez-vous répondre? 1. 1. Comment vous avez fait? 2 Comment moins vous 1 avez fois fait 2 moins 1. Voilà, très bien. Comme je l'ai déjà dit, c'est le produit entre le nombre de modalités de la variable facteur, ici est égal à 2, 2 moins 1, multiplié par 2 moins 1, le nombre de modalités de la variable événement, on trouve 1. C'est clair? Et dans l'exercice de l'anémie, Oui. avec ces trois degrés de sévérité, c'était combien le DDN? 2. 2. 2. D'accord? C'est 2 moins 1 multiplié par 3 moins 1 égale 2. Donc, s'il vous plaît, attention. Très, très probablement, le jour de l'exercice, on va vous poser un exercice dont le DDN est égal à 1. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut vous poser une question, une étude, dont la variable exposition, elle a
3 modalités. Et par exemple, la variable événement a 3 modalités. Et dans ce cas-là, le DDL n'est pas égal à 1, ni à 2 d'ailleurs. Il est égal à combien? À 4. Le degré de liberté est à 4. C'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Allez. Voilà, DDL égale 1. On avance. Valeur de B sous H0. Qu'est-ce que ça veut dire valeur de B sous H0? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la valeur théorique de B. Très bien, c'est la valeur théorique. Et qu'est-ce que ça veut dire valeur théorique? Qu'est-ce que ça veut dire? Calculé. C'est l'effectif calculé. D'accord. Théorique, calculé, attendu, Attendu. espéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la valeur s'il n'y avait pas d'association entre les deux, entre le Très facteur bien, très et la bien. maladie. Ça veut dire la valeur théorique ou la attendue ou la espérée, c'est la valeur à laquelle on s'attendait s'il n'y avait pas d'association. C'est clair? Et ici, c'est égal à combien? 275. 275. 275. S'il vous plaît, Oui. vous pouvez accepter les deux. Allez, d'accord, on va accepter. On va accepter, on va accepter. Est-ce que c'est clair? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Non. On avance. Allez, ici. Degré de signification. Signification. C'est clair? Donc, Oui. généralement, c'est le degré de signification pour nous donner le degré de signification d'une association. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Et quelle est du moins la lettre qui presque veut dire la même chose? Alpha. Alpha. Très bien, alpha. Alpha, généralement, on l'utilise comme un risque. On dit alpha risque, le risque alpha. Et le petit p, c'est un degré de signification. Qui pratiquement, c'est la valeur de alpha. Et comme j'ai déjà dit, quand alpha est pratiquement égal ou inférieur à 5%, on parle beaucoup plus de petit p, de p-value, que de risque. C'est clair? Oui. Voilà. C'est juste. Allez. Imaginons là, je sais pas, on a calculé le qui de calculer. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. D'après vous, que décidez-vous? Rejeter H0. Est à rejeter. Vous êtes sûr? Oui. On va voir. Oui. On va voir. Vous avez raison. Vous avez vraiment raison. Et qui peut nous expliquer pourquoi? Parce que C'est le supérieur au- qui de calculé est supérieur au qui de seuil. Qui est égal au qui de seuil est égal à combien? 3,84 3,84. pour une D'accord. DDL. Mais là, justement, donc, qui de 494, je Il pense est qu'il est... bizarre. C'est 4,94 normalement. D'accord. Et si j'avais écrit, par exemple, qui 2 calculé est égal à 5, par exemple, égal 5, qu'est-ce que vous aurez coché? Rejeter aussi. La même chose. La même chose. Oui. La même chose, mais là, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Pourquoi c'est pas évident de rejeter quand qui 2C égale 5? Parce que ça dépend si ça dépendra de la p-value. Là, ça dépend pas de la p-value. Non. Ça dépend de la différence, est-ce qu'elle soit significative ou non. De l'intervalle de confiance peut-être, s'il prend Non, 3,84 ou pas. Non. Parce que, Alpha. très bien, très très bien.
qui de C égale 5, donc l'H0 est à rejeter, à condition d'avoir fixé le seuil de signification à 5%. Si on l'avait fixé a priori à 1%, on n'a pas à rejeter. Vous avez compris? Oui. Est-ce que c'est clair? Donc là, normalement, l'énoncé, c'est pas très clair. Je devais ajouter à 5%. Est-ce que c'est clair? D'accord. C'est vrai, parce que d'habitude, quand on ne le précise pas, on suppose C'est 5%. Mais non, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête de celui à qui on pose la question, je devais écrire sous alpha égale 5%. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que je devais écrire aussi sous DDL égale à 2 ou à 1 ou non? Non. Pourquoi? On peut conclure à partir du tableau. Très bien, parce qu'on peut le déduire. Le DDL, il n'y a pas de problème si on ne nous le donne pas. C'est nous qui le calculons. Par contre, le alpha, soit il nous le dit, soit vous êtes censé quand même l'écrire. Vous dites qui de C égale 5, je rejette, qui de supérieur à 5, je rejette si je prends alpha a priori, je prends alpha égale 5%, et je ne rejette pas si alpha a priori est égal à 1%. Est-ce que c'est clair? Oui. Allez. Mais en tout cas, j'ouvre une parenthèse, on ne va pas beaucoup poser ce genre de questions à l'examen, mais juste pour vous dire quand même, cette façon, si vous comprenez tout ça, ça veut dire l'examen, ça va être facile pour vous. C'est-à-dire vous allez répondre aisément, en ayant compris les choses. Et non pas vous allez répondre machinalement. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est-à-dire même, si pour certains, je répète un peu trop, mais juste pour vous dire que quand on comprend ces notions, on a plus de chances de faire juste. Parce qu'on est relativement sûr de ce qu'on écrit. Et on ne l'écrit pas machinalement, parce qu'on l'a appris par cœur. J'avance? Oui, s'il vous plaît. Allez. Allez, ce qu'on vient de dire ici. Maintenant, c'est quoi? Quelle est la réponse juste? La A. Très bien, DDL et alpha. Bêta, ça n'a rien à voir. 1 moins alpha, ça n'a rien à voir. 1 moins bêta, ça n'a rien à voir. Et la valeur du qui de calculer, ça n'a rien à voir. C'est clair? Oui. Mais quelqu'un, vous m'excusez, quelqu'un qui a appris par cœur, il peut facilement cocher 1 moins alpha au lieu de alpha. Pour celui qui a avalé. Allez, j'avance. C'est clair? Oui. Oui. Allez. B. A, B. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, c'est B. Effectivement, c'est B. Allez, on avance. Valeur théorique C. supérieure ou égale à 5. Donc c'est la C. C. Observé. Et si elles sont inférieures à 5? On peut pas. D'accord, on ne peut pas, mais et les autres, d'après vous, qu'est-ce qu'ils font? Nous, en 6e année de médecine, on ne peut pas. On utilise Et d'autres l'année tests. prochaine, Inch'Allah, en 7e année. Comment? On utilise d'autres tests. Très bien. Qui Très, de très bien. corriger. On utilise d'autres tests. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un autre test, mais c'est le même test de qui 2, mais qu'on appelle corrigé. C'est le même test, mais qui est un peu différent sur le plan formule. Et on n'a pas le temps de l'expliquer. Est-ce que c'est clair? Mais juste là, j'ai envie que vous appreniez en termes de principe général, il n'y a pas de test qui est valable pour tout. Chaque test a ses indications et ses limites. Dans ce cas-là, on utilise un autre test qui est plus ou moins le qui de lui ressemble, mais c'est un test de qui de dit corrigé. Allez. Bon, on avance. Dommage, j'ai écrit CE 2 fois. Donc là, je me suis trompé. Donc, c'est supérieur ou égal à 5. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Vous me suivez? Oui. Oui. Il va le observer ou bien oui. Je ne sais pas. Vous lui répondez.
Théorique. Théorique, donc c'est vrai. Donc je ne me suis pas trompé, c'est théorique. C'est clair? Donc valeur observée, c'est faux. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est Oui. clair. Excusez-moi d'être ailleurs de temps à autre. Aucune. Très bien. On va voir. Je ne suis pas sûr. On va voir. Voilà, en effet, aucune de ces appellations. Parce que toutes les autres appellations, toutes les appellations citées, qu'est-ce qu'elles concernent? H0. Non, qu'est-ce qu'on L'absence d'association. Quand il n'y a pas d'association, justement, c'est tout à fait le contraire. Si j'avais écrit les valeurs correspondant à l'absence d'association, je devrais cocher A, B, C et D. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Oui. Oui. Allez. C. Tirer au sort. Tiré au sort. Qu'est-ce que ça veut dire tirer au sort? Pourquoi on le tire au sort? Pour qu'il soit Représentatif de la population. très bien, très bien. Pour qu'il soit représentatif. Est-ce que c'est clair? Ou d'après vous, de très grande taille, c'est pas aussi une condition, une exigence? Non. Pas forcément. L'échantillon est censé réduire justement la population. Comment? L'échantillon est censé réduire la population. Mais d'accord, mais quand on dit un échantillon de très grande taille, ça ne veut pas dire autant que la population. Ça veut dire il peut être très grand, des fois, il peut être très grand, mais ça ne veut pas dire Mais c'est qu'il pas une est exigence. Ça veut pas dire qu'il est forcément représentatif s'il est grand. très bien, très bien. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. C'est clair? Mais et justement, le fait d'être de très grande taille ou de très petite taille, ça veut dire là, on peut, ça veut dire, il y a une manière de dire quelle est la taille maximale ou la taille optimale de l'échantillon. Oui. Ça veut dire, il y a des formules qui vous permettent de calculer la taille de l'échantillon pour qu'il soit entre autres représentatif. Cette taille, imaginons vous trouvez, je ne sais pas, vous trouvez par exemple 500 ou 1000 malades maintenant, ou 500 malades. Ça, c'est la taille maximale. Vous n'êtes pas obligé de faire votre étude sur 10 000, juste pour dire, voilà, et c'est un très grand échantillon. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça veut dire des études, il y a des formules qui vous exigent une taille donnée, qui peut être dans certains cas de très grande taille, ou de grande taille. C'est clair? Parce que la formule vous l'a exigé. C'est clair? Mais vous pouvez, comme vous l'avez déjà si bien dit, ça veut dire un échantillon grand ne veut pas dire forcément représentatif. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça veut dire quand je fais une étude parmi les étudiants de médecine, imaginons, je ne sais pas, imaginons qu'il y a moitié fille, moitié garçon. D'accord? Et je prends pratiquement plus que la moitié. Donc, relativement, il est très grand comme échantillon. Et imaginons, sur les 1000 étudiants, je vais prendre 600 étudiants. 600 sur 1000, quand même, c'est très grand. Mais si je n'avais pas pris ça en prenant soin d'avoir les normes de représentativité, c'est pas juste. Parce qu'imaginons parmi les 600 étudiants, vous avez pris toutes les 500 filles et plus 100 garçons. Est-ce que c'est représentatif? Non. Ce n'est pas représentatif. Et pourtant, c'est un très grand échantillon par rapport à la population. Parce que quand on étudie une population de 1000, on n'est pas obligé d'avoir 600 étudiants. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Allez. Tirer au sort. Bon, dommage, j'ai pas eu le temps d'élaborer une question numéro 40. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Très bien. Donc, pratiquement, nous allons passer au dernier cinquième du TD récapitulatif. Nous allons passer à l'investigation d'une épidémie.
L'investigation d'une épidémie, il y a deux grands types, il y a deux grandes façons de poser les questions le jour de l'examen. Généralement, il y a deux façons de poser les questions sur l'investigation d'une épidémie. Soit on vous donne les données chiffrées. Premier cas, dernier cas, le nombre de cas, ça vous donne des chiffres. Et on vous demande de construire une courbe ou un histogramme. Ou là, à la limite, plus c'est du QCM, à la limite, on peut se permettre de vous construire 2 ou 3 histogrammes et on vous dit quel est le plus juste, quel est le correct. D'accord? Donc, il y a deux types de poser les questions, deux situations, deux façons. Soit on vous donne les données chiffrées et on vous demande de construire l'histogramme, ou quelle est la deuxième façon de poser des questions? On donne l'histogramme et on demande de répondre aux Très bien. questions. Et on vous demande de déduire certaines informations. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Ici, donc qui peut répondre à la question? A. Durée d'incubation moyenne égale 4 heures. Quel est le moment probable d'exposition? Entre 3 et 4 heures. Donc c'est le mode moins la durée moyenne d'incubation. La classe modale moins la durée moyenne Donc, d'incubation. c'est combien? Entre 3 et 4 C'est heures. la A entre 3 heures et 4 On va voir. En effet, c'est la A. C'est clair? Oui. J'avance? Oui. D. Un histogramme. La D. Là? D. La D. Très bien. La D. En effet, c'est la D. Commune ponctuelle. D aussi. C'est la D? Oui. Oui. Allez, on va voir. En effet, c'est la D. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est l'allure générale de la courbe. C'est clair? Oui. Oui. Allez. Il y a une montée plus ou moins rapide et une descente plus ou moins rapide. La D. 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 Pourquoi pas la E? Parce que Parce que l'intervalle de l'intervalle de confiance confiance, inclut 1. Il ne faut pas inclure un. Bien, très très bien. Vous voyez la différence? Vous voyez l'intérêt de l'intervalle de confiance? Pour ceux qui ne tiennent pas compte du tout de l'intervalle de confiance, ils vont répondre quelle réponse? E. Le E. Alors que le E, c'est pas évident. Il faut toujours, le législatif doit être suivi ou accompagné de l'intervalle de confiance de 95%, par exemple. C'est clair? Oui. On avance? Oui. En effet, c'est la réponse D. Si on ne tient pas compte de l'intervalle de confiance, on aurait coché la réponse E, mais si nous tenons compte de l'intervalle de confiance de 95%, nous cochons D. Mais nous, le groupe, ce n'est pas un groupe d'à peu près. Qu'est-ce qu'il coche, D ou E? D. C'est le D. Et qu'est-ce qu'il va exiger le groupe? Intervalle Intervalle de de confiance. confiance. Très bien, très très bien. Qu'est-ce qu'on répond? La A. A. Là? A. Là. Et le D? Ils peuvent ne pas consommer. C'est pas tout ce qui Et les consomme. consommateurs de façon générale. Comment? Le personnel de la cuisine peut faire partie des consommateurs. Oui. C'est plus précis de dire consommateur. D'accord. Donc, qui a un autre commentaire? Le garçon qui nous a rejoint aujourd'hui. J'ai pas compris la question, monsieur. Pourquoi c'est pas D? Et pourquoi c'est pas le personnel de la cuisine? Parce qu'on doit consommer pour rester. Non, réponds.
Répondez-lui gentiment. Comment? Qui peut nous expliquer, s'il vous plaît? Les personnels de la cuisine peuvent Oui. cuisiner sans manger, sans consommer, et donc ils ne seront pas atteints. Non, non, j'ai pas compris. Parce que le facteur d'exposition, c'est la consommation Hein? de, Et le personne de la je ne cuisine? sais quel aliment. Oui. Il peut être consommateur comme il peut Bon, ne pas à-t-il l'être. bien- attention, pardon, à titre d'information, c'est du couscous. D'accord. Donc le personnel de la cuisine peut être consommateur, faire partie des consommateurs du couscous, comme il peut ne pas en faire partie. Donc Très bien. la- très bien. voilà. Donc, à la limite, ici, justement, ici, le taux d'attaque exposé, le taux d'attaque le taux d'attaque, ça veut dire, c'est le risque d'être atteint de, justement, de la toxi-infection alimentaire collective. Donc, ici, ils disent chez les exposés. Qu'est-ce que ça veut dire exposés? Chez les gens qui ont mangé. Qui ont mangé, qui ont consommé. Donc, à la limite, qu'ils soient personne de la cuisine ou la personne de la réception, on s'en fout, mais ce n'est pas notre problème. Est-ce que c'est clair? Oui. S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît. Je vous dis, ça, à la limite, ce n'est pas un problème de personne de la cuisine. Est-ce que c'est clair? Oui. On va rien acheter, s'il vous plaît, on va rien acheter. Il y a un micro activé. Oui. Donc, s'il vous plaît, désactivez celle qui a quelque chose à dire en privé, qu'elle éteigne le micro. Allez, revenons. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Oui, oui. D'accord? Oui. Donc, le personne de la cuisine n'est pas forcément concerné. Quand on dit les exposés, ça veut dire ceux qui ont consommé. Maintenant, qu'ils soient de la cuisine ou pas de la cuisine, c'est autre chose, c'est un autre problème. Mais on va les compter en tant que consommateurs. On va en prendre en considération parce qu'ils ont consommé. C'est pas parce qu'ils ont travaillé dans la cuisine. Est-ce que c'est clair? Oui. Allez. Oui. Voilà, c'est les consommateurs. Et non, est-ce qu'on peut écrire les invités au banquet? Les invités? Le taux d'attaque chez les invités. Ils n'ont pas forcément tous mangé, peut-être. Très bien. Il y a ceux qui n'aiment pas le couscous, donc ils Oui. n'ont rien mangé. C'est clair? Oui. Donc il faut Oui. bien voir le texte de près. Il faut vraiment comprendre le texte, les mots. Non, ça quand même, ça y est, c'est du déjà vu, ça. Hein? C'est du réchauffé, ça y est. Tout le monde le sait maintenant. B. D'accord? Voilà. C'est clair? Oui. Oui. Obligatoire. Toujours. Toujours obligatoire. Toujours. Toujours obligatoire. Pour quelqu'un de sérieux, l'élaboration du rapport d'enquête est toujours obligatoire. Et il doit être élaboré selon les normes de rédaction d'un rapport. J'espère que vous aurez l'occasion de vous initier à la rédaction de change de documents, notamment en termes de rédaction médicale, où il y a beaucoup de normes qu'on est obligé de respecter. D'accord? Oui. D'accord. Voilà, c'est toujours obligatoire. C'est pas quelque chose de facultatif. Il est toujours obligatoire. Il doit être toujours de bonne qualité, selon les normes de rédaction. C'est clair? Oui. Oui. Tous les Tous ces critères. critères. Tous ces critères. Tous ces critères, c'est clair, c'est clair. Ça veut dire, comme je l'ai déjà dit, dans une épidémie, c'est pas comme il s'agit d'un cas individuel. Un cas individuel, on peut se permettre
des critères cliniques. On peut se permettre des critères paracliniques, biologiques, radiologiques ou autres. Mais par contre, en termes de santé publique, en termes d'épidémie, qui va concerner un grand nombre de personnes, on ne peut pas se permettre toujours le diagnostic de confirmation radiologique ou biologique. Et l'exemple actuel, c'est l'exemple de la COVID-19. Est-ce que c'est clair? Oui. Et justement, n'oubliez pas, dans le cas d'une épidémie, ce qu'on appelle un cas confirmé, un cas probable, un cas possible, etc., etc. Et s'il vous plaît, avant que j'oublie, dans une épidémie, la définition d'un cas évolue. Elle évolue. Et d'ailleurs, vous voyez, ça veut dire, et d'ailleurs, dans une épidémie, il n'y a pas que la définition du cas qui évolue. Même le traitement lui-même, la prise en charge elle-même, évolue dans le temps. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Oui. C'est le cas de On ne prend pas en charge un cas de Covid-19 en mars 2020 comme en septembre 2021. Les choses ont évolué. C'est clair? Oui. Oui. Donc la réponse, c'est tous ces critères. 49, dommage, je n'ai pas eu le temps d'élaborer une 49e question, ni une 50e question. Je vais le faire après. C'est clair? Oui. Oui. Donc je dis merci beaucoup, beaucoup pour votre participation. Merci. Et mes Merci à vous. meilleurs souhaits de réussite à l'examen. Mais avant de se quitter, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Oui. c'est clair? Oui. S'il vous plaît, Oui. on peut revenir à la question 41. Je suis de chaque. Donc, 46. Oui. On fait du coup. Pardon, c'est 44. Oui. J'ai pas compris comment on fait. Regardez, retenez une chose. Et d'ailleurs, c'est pas la peine de rentrer dans les 3 méthodes que je vous ai déjà dit, je peux vous embrouiller. Ceux qui tiennent, qui lisent le cours à tête reposée. Mais généralement, qu'est-ce que ça veut dire le moment probable d'exposition? Ça veut dire quand quelqu'un, par exemple, a eu des signes digestifs ou autres. Il les a eu, par exemple, disons, à 16 heures de l'après-midi, à 4 heures. À 4 heures, il a eu des signes, un type de douleur, de vomissement, etc. Et selon la littérature, et on sait que ces signes nous font penser à une maladie donnée, une dysenterie ou autre par exemple, et nous connaissons que la durée d'incubation moyenne est égale à 4 heures. Ça veut dire si cette personne a eu des signes cliniques à 16 heures, très probablement l'aliment en question, il a consommé quand? À midi. Pourquoi? Fait 16h moins 4h. Justement, ça veut dire le moment probable d'exposition, ça veut dire le moment probable où il a consommé l'aliment suspect, c'est 4 heures avant. Parce que la durée d'incubation, c'est l'espace-temps, du moins c'est le temps, c'est la durée qui sépare l'entrée de l'agent pathogène qui se trouve dans l'aliment et la survenue des premiers symptômes. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc mais... probablement, c'est ce qu'elle a mangé à midi. C'est pas les sandwichs qu'elle a mangé ou la pizza qu'elle a mangé 1 heure ou une demi-heure avant à l'arrivée des douches. Mais plutôt, c'est celle qu'elle a mangé à midi à la cité universitaire. Est-ce que c'est clair? Oui, mais ça nous oriente, ça nous oriente sur le moment. Et le moment, si on dit c'est pratiquement ce qu'elle a mangé à 10 heures, donc on peut dire probablement ce qu'elle a mangé à la cité universitaire et on commence à faire notre investigation. Oui? D'accord. Et ici, on fait 5h moins 4h? Comment 5 heures? Monsieur, je pense que... pense qu'il y a une erreur sur le tableau. Parce que la première case qui a une 16, alors que normalement, je pense que ça doit être 6. Quoi? Ah, d'accord, très bien. Très bien. Vous êtes fort. Très bien. Donc, j'aurais dû ne pas écrire. J'aurais dû écrire, je dois compter à partir du mode ou de la médiane. Merci beaucoup. D'accord, non, c'est clair. Merci beaucoup. Non, je vous remercie. Je suis content. Vous arrivez même à corriger celui qui présente. Très bien. Vous n'avez pas peur. C'est pas parce que c'est l'enseignant, il se trompe pas. Vous voyez qu'on peut se tromper. L'erreur est humaine.
Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie pour votre active participation. Allez, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Docteur, s'il vous plaît. Oui. Méthode d'investigation. Quand est-ce qu'on choisit l'étude cohorte rétrospective? Quand est-ce qu'on choisit l'étude de cas témoins? Ne sais pas, on choisit généralement. Généralement, l'énoncé devait être plus ou moins clair qui vous oriente. Il y a des mots-clés qui vous orientent, qu'il s'agit d'une cohorte ou d'une étude cas témoin. Mais j'ai dit dans la pratique, souvent c'est une étude cas témoin parce qu'on n'arrive pas à voir tout le monde. Quand il s'agit d'un mariage à Alger, par exemple, au terme du mariage, au terme du banquet en question, tout le monde, chacun part chez lui. Il n'aura pas tout. Par contre, quand il s'agit d'une cité universitaire ou d'un internat ou d'une caserne, pratiquement nous avons tout le monde. Et on peut savoir exactement ceux qui ont mangé, ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui ont eu mal, ceux qui n'ont pas eu mal, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Merci. Mais normalement, toujours l'énoncé vous oriente qu'il s'agit d'une étude exposée, non exposée, une étude cas témoin. D'accord, c'est clair. Merci. Clair? S'il vous plaît, docteur. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir à la première question de la partie biostatique descriptive? D'accord. 21. C'est ça fait le VPU, je ne sais 21. pas. Je ne sais pas. Bon. Oui, 21. Oui. Ici, ils nous ont demandé la fréquence absolue. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Très bien. La fréquence absolue des garçons. Qu'est-ce que j'aurais dû écrire alors? La fréquence relative. La fréquence absolue. 44. Ah, effectif. Justement, fréquence absolue, c'est synonyme d'effectif. Et je pense que nous avons coché 44, je ne sais pas. Non, Alors, on a coché 0,55. Donc 44. S'il vous plaît, je ne sais pas, celle qui vient de me corriger, elle donne son nom au délégué et aura le droit, comme les deux autres, à une revue scientifique. Sans oublier le garçon qui nous a rejoint aujourd'hui, il a répondu. Donc, il y aura 4 étudiants qui auront chacun une revue scientifique. Merci. C'est clair? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour celle qui vient de me corriger. Merci. Donc, si j'avais écrit fréquence relative, c'est 44 sur 80, ou la proportion, Est-ce que c'est clair? Oui. Allez. Merci pour la remarque. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres remarques? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres erreurs que j'ai commises? Et je m'en excuse. Non? Non. Allez, en résumé, donc avant de se dire au fond, j'ai déjà dit, donc j'espère la semaine prochaine, j'aurai le contact avec le délégué à qui je donnerai 4 revues scientifiques pour les 4 étudiants en question et à qui je donnerai les 3 livres que j'ai promis aux 3 qui auront les meilleures notes en épidémiologie pratique, ça veut dire en épidémiologie méthodologique. Docteur, oui. J'ai une question. Si par rapport aux questions qu'on a dit qu'il y a une association entre alpha et bêta, donc une mesure d'association. Mesure? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a une question? Vous voulez que je revienne à une question donnée? Oui. C'est quelle question? C'est l'association alpha, bêta et DDL. Ah d'accord. Je vais aller... C'est la biostatistique inférentielle, je suppose. Descriptif. Non. Ah bon, j'arrive, non? Non. Inférentielle, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non. C'est ça, c'est celle-là. Oui. Je veux dire que, comme on dit, il y a le test de chez 2 dépend de alpha et bêta. DDL et alpha. Comment?
Doucement, doucement, s'il vous plaît, doucement, doucement, oui. D'accord. Le test de chez 2 dépend de DDL et alpha. Bon, s'il C'est vous bien. plaît, on Oui. dit... Mais bêta est déjà à 1 moins alpha. Donc, aussi, test de chez 2 dépend de Là, DDL là, alpha. là, doucement, doucement. Bêta, c'est pas 1 moins alpha. C'est bêta le risque d'erreur de deuxième hypothèse, l'hypothèse 1. Non, non, C'est alpha moins 1. non, non, s'il vous plaît, non, c'est pas un, non, non, c'est pas 1 moins alpha. S'il vous plaît, pour ne pas revenez au TD, je suppose d'hier ou avant-hier, où j'ai bien expliqué qu'est-ce que ça veut dire erreur alpha et erreur bêta. Ce sont des erreurs de deux types. C'est clair? C'est alpha, c'est pas mais retenez que le choix de la valeur seuil du test de Ki2 dépend de DDL et alpha. D'ailleurs, quand vous voyez la table de Ki2, vous allez voir la première ligne, c'est alpha ou P à partir de 5%. Et tout à fait à droite, la colonne, c'est la colonne de DDL 1, 2, 3, etc., etc. Mais vous, la valeur seuil, vous allez la trouver parmi beaucoup de valeurs seuil à l'intérieur de la table. Pour choisir la valeur seuil appropriée, il suffit de voir l'intersection de votre DDL, où vous êtes censé savoir comment le calculer, à savoir modalité facteur moins 1 multiplié par nombre de modalités événement moins 1, et vous trouvez le DDL, et vous voyez la colonne qui vous concerne, notamment, généralement, c'est la colonne de 5%, mais pour une raison ou une autre, soit on vous exige un alpha de 1%, ou c'est vous lui-même que vous fixez le degré alpha a priori à 1%. Et là, vous n'aurez pas 3,84, mais vous aurez une autre valeur de seuil, une autre valeur seuil. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu ou non? Je ne sais pas. Je pense, oui. Oui, Anna, j'ai compris que alpha égale 1 moins bêta. Donc, je dis que madame... oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, sur l'intervalle de confiance 95, j'ai pas très bien compris la notion. Pardon, là vous avez raison aussi. C'est DDL et j'ai écrit 1 moins alpha, mais chez 1 moins bêta. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Oui, c'est là. Ah, c'était juste tout à l'heure. Justement, je réponds. Donc, apparemment, il faut 5 revues et non pas 4. Donc, je réponds. Et c'est vrai, parce que d'ailleurs, quand je vous ai montré la table de Ki2 avant-hier, certaines tables, il y a une autre valeur, une autre ligne. Vous vous rappelez? Il a 1 moins alpha. 1 moins alpha. Et je vous ai dit, c'est vrai, elle a raison. Donc, j'aurais dû ne pas écrire le C. Et c'est vrai, quand on a le 1 moins alpha, on peut déduire le alpha. Est-ce que c'est clair? Oui. Dès que ce plan pratique, d'abord je l'ai écrit, c'est pas pour vous compliquer l'existence, juste pour vous obliger à réfléchir. Ça veut dire maintenant, si vous trouvez une table de Ki2, même si on vous précise pas alpha, si vous avez une ligne où c'était 1 moins alpha, vous pouvez déduire alpha. Mais en pratique, on fait appel à alpha et non pas à 1 moins alpha. Ça veut dire le 1 moins alpha, comme vous voyez, parce que combien pour le alpha égale 5%, combien on va trouver dans la ligne de 1 moins alpha? Vous avez compris la question? 95%. J'ai dit dans la table de Ki2 que je vous ai montré 95%. Très bien, 95%. Donc si on vous dit que 1 moins alpha égale 95%, ipso facto, vous pouvez déduire que alpha égale 5%. Donc on peut cocher DDL et 1 moins alpha, et non pas 1 moins bêta ou la bêta, ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc le délégué aura 4 revues. C'est ça? Ou 5? Le tout pour 5. Et le délégué lui-même, ça fait 6. Merci. Allez. C'est d'accord. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis bon courage.
s'il vous plaît, ne vous affolez pas le jour de l'examen. Prenez tout votre temps. Au lieu de répondre machinalement, prenez tout le temps nécessaire pour comprendre la question. Et si vous ne comprenez pas une question, vous n'êtes pas obligé d'y rester éternellement. Passez à la question d'après et vous revenez à la fin à la question que vous n'avez pas comprise. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, D'accord, merci beaucoup. Et encore une fois, mes meilleurs voeux de réussite à l'examen et une bonne nouvelle année universitaire pour votre internat. Merci. Merci L'Algérie, beaucoup. l'Algérie compte beaucoup sur vous. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci.